Et c'est un plaisir de vous retrouver pour Elliott Deval et vous. On est en direct jusqu'à 18h sur Europe 1. Et si ma langue a fourché il y a quelques secondes pour vous dire on va se retrouver à 16h30 pour le journal permanent de Wallis Glaise, c'est parce que, chers auditeurs d'Europe 1, j'ai levé la tête et j'ai sous les yeux les 4 chaînes d'information de France, CNews, LCI, BFM et France Info. Et j'étais sidéré en voyant l'image, triste image sur les Champs-Élysées, de ces magasins qui se barricadent à quelques heures de ce match extraordinaire entre la France et le Maroc. Et c'est tellement triste de voir, c'est l'histoire sans fin. Voilà, c'est l'impunité pour les délinquants, de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Et donc vous avez des magasins qui sont contraints de se barricader sur la plus belle avenue du monde, alors que c'est un match exceptionnel entre deux nations amies, avec une rencontre dans la rencontre entre Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, qui sont deux des meilleurs joueurs du monde et qui sont amis dans la vie et qui seront adversaires ce soir, parce qu'on a un sélectionneur exceptionnel. Et rien que de dire Didier Deschamps, j'en ai les frissons. Et malheureusement, demain matin, plutôt que de parler du sport, on va parler sécurité. Nous en parlerons dans cette émission, bien sûr. 16h04 sur Europe 1. Sébastien Ligné est avec nous. Cher Sébastien, bonjour. Bonjour Elliott Deval. Est-ce que vous êtes inquiet pour ce soir? Essayons de parler un tout petit peu foot. Est-ce que vous êtes inquiet? Alors vous savez, je ne fais jamais de pronostics. C'est pour ça que vous allez en faire un. Mais non, je ne suis pas du tout inquiet. Pas inquiet, non, serein. Non, ouais. Serein. Je trouve que l'équipe de France n'a jamais aussi bien joué sous Didier Deschamps que lors de cette Coupe du Monde. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va aller au bout? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Mais je trouve que l'équipe du Maroc n'a jamais aussi bien joué de son histoire. Et je peux vous dire que c'est peut-être l'adversaire le plus coriace. Je peux vous dire qu'en 2022, certes, on a gagné 2-0, mais sur le papier, je pense qu'on rejouait le pronostic. Ah non, je fais pas de pronostic. Mais vous êtes trop contraint, sinon je vous coupe le micro. Vous voulez que ce soit la dernière émission pour vous? Faire des pronostics, ça porte la poisse. Pardon, je ne ferai pas de pronostics. Mais rien que d'être à côté de vous, ça porte la poisse. Donc vous êtes bien gentil. Donc vous allez pronostiquer. Mais c'est quoi vous allez me couper le micro, c'est ça? Oui, vous coupez le micro de Sébastien Ligné pendant quelques minutes. Jules Torres est avec nous. Bonjour, est-il un homme serein ou dans la vie en général, oui. Oui, et là pour cette rencontre. Bien sûr, je suis extrêmement serein. Je suis extrêmement serein. Je pense que l'équipe de France va gagner très largement. Je pense qu'on va gagner 3-1. 3-1, dis-nous. Eh ben, dis donc. Je pense qu'on va gagner 3-1 avec un but de Kylian Mbappé pour continuer son retour en grâce. Eh ben, vous avez signé la pétition. Je ne cite pas de pétition. Pardonne-nous, Kylian, parce que vous n'avez pas eu que des mots tendres. Moi, j'ai toujours été bappiste. Ah, moi, j'ai toujours défendu Kylian Mbappé. Ah bah toujours. Je savais pas que vous aviez été... sauf quand il prend des positions un petit peu politiques, buesques sur la politique. Donc vous dites 3-1, mais le juge de paix, vous savez qui c'est? C'est celle qui connaît mieux le foot que personne. Et c'est Caroline Iturbide. Bonjour Caroline, comment ça va? Bonjour à tous, très bien, très bien. Un prono pour ce soir, stressé ou pas? Est-ce que vous allez le regarder le match? Alors vraiment zéro stress. Je suis même pas sûre que je vais le regarder. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais parce que moi en fait, comme je n'aime pas le foot, c'est que je l'ai toujours dit, j'attends pas la Coupe du Monde comme tous les hypocrites pour aller tout d'un coup m'exciter devant un écran. Donc si l'occasion se présente, je le regarderai. Pour l'instant, il est 16h06, je n'ai pas d'occasion. Vous n'avez pas d'occasion. Donc vous lancez un appel. Le regarder. Vous lancez un appel aux auditeurs. Avis aux auditeurs d'Europe 1. Moi j'ai l'ouverture. C'est quoi votre ouverture, Jules Torres? On avait un plan avec Caroline pour aller voir le match. Précisez-les. Pour aller voir le match. Ça veut dire quoi? Entre amis. Entre amis. J'ai pas de confirmation. Donc si ça se confirme, j'y serai. Je voulais justement, la personne qui organise cette soirée chez lui veut nous inviter et je n'ai pas répondu de la journée. Il m'a appelé 3 fois et je voulais, parce que je savais que Caroline était dans l'émission et qu'on a été invités tous les deux, donc je voulais qu'on se mette d'accord. Je constate que je ne fais pas partie des plans ni de Caroline ni de Sébastien. Mais parce que vous, si on vous demande, vous allez nous dire non, mais tu comprends, j'ai une émission demain, j'en ai même 3, je me lève à 5h, j'ai mon édito à préparer. Donc vous ne viendrez jamais. Je vous connais par cœur, comme si je vous avais fait. Non mais alors, je vais vous dire, je pensais que la personne qui m'exaspérait le plus dans cette émission était Sébastien Ligné. Je découvre que c'est Jules Torres. Donc quand même vous lancez un appel aux auditeurs. Clairement. Vous n'avez pas d'occasion. Parce qu'en fait moi ce que j'aime c'est regarder les matchs entre amis, ou en tout cas dans une ambiance. Là je suis très suiveuse. Après je vous le dis franchement, à l'instinct, je fais tout à l'intuition. Je pense que ce sera un 3-2 pour la France. Wow. Eh ben écoutez, le pronostic est fait. Et de vous, non, il n'y a pas de pronostic.
Mais je ne pronostique pas ce match parce que habituellement, je vois déjà le match avant qu'il ne se déroule. Je vous rappelle que j'ai quasiment donné tous les pronostics du Paris Saint-Germain cette année. Là, je ne le vois pas le match. Je n'ai pas la boule de cristal. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu avant. Vous êtes d'une humilité au Blatt. Je ne l'ai pas vu. Donc je suis un peu inquiet. Et c'est une équipe, le Maroc, une équipe extraordinaire qui m'inquiète, qui me stresse. Ouais, bon, mais vous verriez une défaite de la France ? Je n'ai pas encore vu le match. Il faut que je le voie avant qu'il ne se déroule. Il est 16h08 sur Europe 1. Dans quelques instants, on parlera de Jean-Luc Mélenchon avec Rodolphe Carr. Merci d'être avec nous, Rodolphe. Bonjour à tous. Vous êtes essayiste, auteur de Mélenchon, le bruit et la fureur aux éditions La Nouvelle Librairie. Je vous demande pas, vous êtes fan de sport, fan de foot ? Oui, plutôt, oui. Ah bah alors, je vous donnais un prono quand même, Rodolphe. 1-0 pour la France. 1-0. Match fermé, mais délibéré. Match fermé, j'aurais pensé l'inverse. Bon. Eh ben, écoutez, la délivrance viendra de Olysée, pourquoi pas ? Michael Olysée. Eh ben, écoutez, que Dieu vous entende, que le Dieu du foot vous entende. Il est 16h09 sur Europe 1. Si vous souhaitez réagir à un numéro 01 80 20 39 21. Et avant de parler de Jean-Luc Mélenchon, là aussi, c'est l'histoire sans fin. Il fait chaud, il fait très chaud, et le mot canicule est de retour. Et qui dit canicule dit gouvernement dépassé. Et quand vous avez un gouvernement dépassé, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on préside une cellule interministérielle de crise. Et quand est-ce qu'on la propose ? Souvent le vendredi, avec une prise de parole aux alentours de 16h, 18h, peut-être un peu plus tôt, parce que bon, quand même là, c'est le mois de juillet, il y a besoin aussi de se reposer. Jeudi, 72 départements sont placés en alerte orange canicule, alors que les fortes chaleurs gagnent du terrain vers le nord et l'est. La canicule devrait persister jusqu'à mardi 14 juillet, estime Météo France. Et dans cette chaleur, l'Association des médecins urgentistes de France a réclamé l'annulation immédiate ou le report des compétitions sportives exigeantes prévues en extérieur. Est-ce que ça veut dire que l'AMUF, l'Association des médecins urgentistes de France, réclame l'annulation potentiellement du Tour de France ? Le Tour de France, c'est quoi ? C'est une compétition sportive extérieure et exigeante. Mais pas pour les professionnels. Là, je pense qu'on parle plutôt des amateurs, des Français lambda. Pour le match de Sébastien Aligné ce week-end. C'est-à-dire, oui, voilà, si Sébastien Aligné veut aller faire un 3-3 au basket, oui, non, mais après, il n'est pas très sportif. Vous plaisantez, il est capitaine du FCR, Football Club des ratés. Vous plaisantez. Plus sérieusement, et là, c'est grave. Plus de 325 départs de feu ont été recensés sur l'ensemble du territoire pour la journée de mercredi, a souligné Laurent Nunez. La France a d'ailleurs été épinglée par le Haut Conseil pour le climat. On ne connaissait pas ce Haut Conseil. C'est quand même grave. Dans ce contexte, le HCC a alerté jeudi la France sur ses politiques climatiques insuffisantes, jugeant urgent de changer d'échelle pour faire face aux impacts dangereux du changement climatique. Bon, la seule question qu'on peut se poser, c'est par exemple la promesse qui avait été faite dans la précédente canicule, pendant la précédente période de canicule, c'est 30 000 climatiseurs dans les hôpitaux. Jules Torres, on en est où de ces 30 000 climatiseurs ? Ils ont été commandés, ils ont été achetés, mais ils ne sont toujours pas arrivés. Et c'est vrai que ça montre l'incapacité de l'État à préparer ce genre de canicule. Et c'est particulier en France. Moi, j'ai écouté une interview de François Gémen. Alors, on en pense qu'on veut, mais c'est quand même un membre du GIEC, qui a des positions qui sont parfois intéressantes, et notamment sur la climatisation. Lui, il est très, très favorable à la climatisation, dans le sens où, en France, on a une électricité qui est la plus décarbonée d'Europe. Donc, il n'y a aucun problème. Mais en revanche, on n'a aucune culture, si je puis dire, de la chaleur, aucune culture de la canicule en France, et c'est ce qui fait qu'on est complètement à la ramasse par rapport... Moi, je pense que ce qui est culturel, c'est l'impréparation. C'est le mensonge. Oui, mais c'est au-delà de l'impréparation. Parce que justement, ils vont nous ressortir probablement demain lors de leur crise interministérielle encore les mêmes chiffres. Et moi, j'attends ma clim, par exemple, à titre personnel, une clim que j'ai commandée, elle n'arrivera pas déjà avant le 15 juillet. Donc vous imaginez quand vous en commandez 30 000, parce que c'est quand même pas fabriqué en bas de chez nous, ça va venir de Chine ou je ne sais où. Donc on n'est pas prêt. On nous ment, on va encore nous dire demain que la canicule ne durera que jusqu'à mardi. Moi, si je regarde déjà les prévisions à mon petit niveau, je sais déjà que jusqu'à vendredi prochain, c'est-à-dire encore
plus d'une semaine, on est tous dans la même sauce à 36, 37, 38 degrés. Hein, ça va pas s'arrêter, ça va pas s'arrêter mardi. Donc c'est du rafistolage, c'est du mensonge. Ça rappelle quand même les années Covid où il fallait acheter des masques dans la précipitation parce que là encore on n'était pas prêts et où il y avait ce sentiment global où on se foutait de nous. En permanence. Non, mais après, c'est pas à l'État de mettre des clims un petit peu partout. En revanche, dans les hôpitaux et dans les écoles. L'État nounou ne va pas nous mettre une clim dans notre appartement. Évidemment, en revanche, je parle des installations. Qu'il n'y ait pas de climatisation dans les chambres d'EHPAD, d'hôpitaux. Mais c'est juste un scandale. Mais vous savez pourquoi? Un scandale, Jules Torres. Vous parliez du HCC, parce que dans notre pays, il y a des milliers et des milliers de hauts conseils, il y a des milliers de comités consultatifs. Le Haut Conseil pour le climat. Et quand, par exemple, vous créez un nouvel hôpital dans un département, vous avez 15 associations, 15 au conseil qui vous disent non, pour des raisons financières et écologiques, c'est très mauvais de climatiser tout l'établissement. Donc à un moment donné, on paie aussi à la fois en effet le mensonge et le rafistolage, mais aussi l'idéologie verte qui est au cœur de nos élites depuis 30 ans. La SNCF a décidé d'annuler des trains, y compris quelques TGV en raison des fortes chaleurs. Un quart des intercités sont supprimés, un tiers des trains sur les lignes Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, Bordeaux-Marseille. Des TER sont également supprimés. La SNCF justifie ces mesures par les risques de détente des caténaires, des pannes sur les rames, notamment les plus anciennes, et de difficultés de maintenance liées aux températures extrêmes. 16h14 sur Europe 1, direction la Bretagne pour rejoindre Laura qui sera en rouge demain. La canicule, vigilance rouge pour vous en Bretagne, chère Laura. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Laura ? Eh bien, écoutez, moi, ça va bien. Je ne suis pas dans la région la plus touchée depuis que ça a commencé, cette vague de chaleur. Donc, je ne vais pas me plaindre. Il fait chaud, mais il y a pire. Il y a pire que nous. Mais là, vous parlez à titre personnel. À titre professionnel, en revanche, parce que vous travaillez à l'hôpital. Comment ça se passe à l'hôpital ? Elles sont où, les clims à l'hôpital, Laura ? Je les attends, ou alors j'attends du personnel avec des éventails, peu importe, mais j'attends des mesures. Mais je crois que la clim, ça coûte moins cher que le personnel. Aujourd'hui, Laura, non mais plus concrètement, s'il vous plaît, dans l'hôpital dans lequel vous travaillez, parce que vous travaillez en hôpital, il fait combien de degrés, par exemple, dans les chambres ? Alors moi, je travaille pas dans un service d'hospitalisation, mais dans les box, sur la dernière canicule, c'était 35 degrés dans les box de soins, où on fait de la chirurgie. 35 degrés ? Oui. Bon. Parce que je vous rappelle qu'à l'hôpital, on ne peut pas ouvrir... Alors nous, en Bretagne, on est plutôt quand même chanceux, donc j'imagine les autres. On ne peut pas ouvrir les fenêtres. Donc la nuit, même si chez nous, c'est un peu frais par rapport aux autres, on ne peut pas ouvrir la fenêtre de plus de 10 cm. Donc on ne peut même pas rafraîchir la nuit. Donc on était à 35 degrés dans les box. 35 degrés dans les box. Quand vous dites les box, c'est quoi les box ? C'est quand vous êtes par exemple opéré et puis ensuite vous transitez vers la salle de réveil, c'est ça ? Non, même pas. En fait, c'est de la chirurgie dentaire. Donc c'est des soins dentaires. C'est des petits box, des petites salles de moins de 10 mètres carrés. Qui ont des fenêtres, mais donc qui s'ouvrent en oscillobattant et où on travaille. Donc on a des gants. Mais c'est risqué. Mais attendez, j'imagine si vous faites ça pendant des heures, vous devez être. Mais vous avez surtout des opérations qui sont annulées, parce que Sébastien Ligné dit il y a des opérations qui sont annulées. Est-ce qu'il dit vrai, Laura ? Oui. Pour certaines, oui, mais on est tellement débordés que comment on les reprogramme ? En fait, donc pour les patients fragiles, moi, en ce qui me concerne, pour mes patients fragiles, je les ai appelés pour reporter. Mais on travaille, en fait, on compte pas nos heures, nous. Donc on pourrait, effectivement, on pourrait annuler, mais on les remet où les patients, sachant qu'ils attendent déjà plusieurs mois pour avoir un rendez-vous. J'entends complètement. Voilà, c'est ça en fait, donc soit on se réorganise et on vient travailler entre 2h du mat et 10h du mat. Mais enfin, il y a un moment, faut. Voilà. Après, moi, ce qui me fâche vraiment, j'ai perdu mon papa pendant la canicule du mois de mai. Il était hospitalisé dans un très grand hôpital parisien qui est très bien classé dans le classement, puisqu'il y a des classements maintenant des services. Donc
dans les meilleurs services de neurologie intensive, de neurologie vasculaire intensive d'Europe. Tous les ans, il y a des vagues de chaleur à Paris. Tous les ans, il y a plusieurs canicules, et ça depuis 2003, on va Bien dire sûr. quand même. Bien sûr. Bien sûr, ça se Et répète. même s'il y a pas, et même si c'est pas des canicules, en été, il fait très chaud. Et dans les chambres des patients, Mais c'est insupportable la chaleur même dans les si, chambres de patients. même si les patients ne peuvent pas se lever parce qu'ils n'en ont plus la capacité, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Donc, même quand la nuit, ça se rafraîchit, on ne peut pas rafraîchir les chambres. Mon père est décédé, il faisait 32 degrés dans sa chambre. La veille de son décès, mon frère a apporté à 23 heures dans l'hôpital un ventilateur. On sait que les médecins ont fait des demandes, et c'est tous les ans la même chose. Tous les ans en été, quand le soleil donne sur les chambres, ça chauffe et on ne peut pas les rafraîchir. Ils font des demandes, ne serait-ce que de ventilateurs. Et ça ne suffit pas, un ventilateur, ça ne fait pas descendre la température. Même des ventilateurs, il n'y en avait pas un par chambre. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, qu'on vit des situations dans les hôpitaux où on n'a même pas un ventilateur par chambre. Donc la clim, on en est loin, c'est honteux. Les équipes, alors là je parle des patients, où les patients ils sont 24 heures sur 24 dans des chambres surchauffées. Ça c'était au mois de mai. Aujourd'hui, tous les jours je pense à ceux qui sont hospitalisés et aux équipes qui sont en blouse et à qui on rajoute les soins habituels. On sait que les équipes elles en peuvent plus, déjà en temps normal, et là on leur rajoute de courir. C'est du délire pour Non, ceux mais qui savent pas. c'est insoutenable. On Laura, leur pardonnez-moi. rajoute de courir avec des glaçons pour refroidir les patients. On leur met des glaçons au niveau de l'aine et des aisselles, c'est-à-dire au niveau des gros vaisseaux, pour les refroidir. On est où, en fait ? On est en France, dans le meilleur service de neuro d'Europe. Il est 16h19. Laura, restez avec nous. Restez avec nous parce qu'on va faire une courte pause. Je suis contraint par une courte pause. Déjà, j'ai une pensée pour vos proches, pour vous, une pensée pour votre papa, et votre témoignage, c'est le témoignage le plus important. Parce qu'au-delà des comités Théodule, des réunions de crise, des branle-bas de combat devant les caméras, des conférences de presse, des en responsabilité, des on va tout faire pour, etc. Il y a la réalité du terrain et il y a des cas comme le vôtre où on comprend la tiers-mondisation de la France et notre système de santé qui est en train de s'effondrer, avec des soignants qui font ce qu'ils peuvent et ils sont extraordinaires. Il est 16h20 sur Europe 1, on revient dans quelques instants. Et nous parlerons dans un instant de Jean-Luc Mélenchon avec Rodolphe Carr, journaliste, essayiste et auteur de Mélenchon, le bruit, la fureur. N'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21. Juste avant la pause, nous parlions de la canicule qui est de retour. 72 départements sont placés ce jeudi en alerte orange canicule et demain 9 départements seront placés en canicule rouge, alerte rouge. Sébastien Lecornu présidera une cellule interministérielle de crise demain et nous étions en direct avec Laura bretonne. Laura, vous êtes toujours avec nous, vous travaillez dans des systèmes hospitaliers, mais vous nous racontiez surtout qu'en mai dernier, lors de la première vague caniculaire, vous avez perdu votre papa dans un grand hôpital parisien. Oui. C'est un hôpital public ? Oui, bien sûr. Et vous expliquez que dans la chambre de votre papa, il faisait 32 degrés et que à la hâte, votre frère a apporté un ventilateur la veille. Mais sauf que les ventilateurs, on ne peut pas les utiliser. Enfin, ça ne refroidit pas la pièce forcément. Non, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Oui, Est-ce que, pardonnez-moi, mais il n'y en a pas. Laura, pardonnez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous associez la disparition de votre papa aux conditions d'hospitalisation et notamment à cette chaleur excessive ? Non, absolument pas. Absolument pas. C'était juste des conditions indignes. Et indignes pour mon père qui son logement, il avait de la chance, il avait un logement assez bien isolé qui était frais. Et là, il est mort dans une chambre à 32 degrés. Il suffoquait, mais non, il a eu un accident vasculaire cérébral qui l'a condamné. C'est pas lié à la vague de chaleur et c'est pas lié aux conditions. Mais ce n'est pas digne. Et sur d'autres patients, peut-être que sûrement,
ça accélère leur dégradation parce que quand le patient a déjà du mal à réguler sa température, le malade, mais attention, un malade avant d'être malade, il était en bonne santé. Et ben, quand on a un problème de santé et qu'on a du mal à réguler notre température, si la température extérieure est de 32 degrés, ça va pas le faire. Et aujourd'hui, on monte encore. Et voilà. Et vous avez dit, voilà, les équipes. Oui, nous, on a eu des équipes absolument formidables. Et on avait de la chance parce que on les a, je pense, remerciés 50 fois par jour d'être aussi formidables. On était dans un service de soins intensifs. Donc, il y avait un infirmier. C'est le luxe, hein, pour 4 patients. Dans les EHPAD, des fois c'est 1 pour 50. Oui, non, mais ça, Laura. Voilà. Et nous déjà, c'était l'horreur. Ils couraient donc avec des glaçons. S'ils sont 1 pour 4, c'est parce que c'est des patients qui méritent énormément de soins. Donc ils ne se sont jamais plaints. Ils avaient chaud eux aussi, évidemment. Ils ne se sont jamais plaints. Ils ont été exemplaires. C'est voilà, et sauf que cette vague, elle avait duré 8 jours. Et là, on en est à combien? Et ils vont continuer comme ça pendant combien de temps? On va avoir combien de temps des patients, des soignants, des équipes paramédicales, médicales? Ils vont tenir combien de temps pour s'occuper de nous? Mais vous avez tellement raison. Merci Laura pour votre témoignage. Je sais qu'il y a beaucoup de réactions, notamment au standard, au 01 80 20 39 21, parce que c'est un témoignage qui, voilà, on est dans le réel, on est dans le concret. On a un gouvernement qui brasse de l'air et vous avez finalement des Français qui voient l'effondrement de notre système de santé. C'est ce qui rend cette situation encore plus insupportable, parce que les Français savent pertinemment qu'ils payent chaque mois. Regardez chaque fiche de paye, chaque mois, nous payons pour financer l'hôpital public. Vous avez des Français aujourd'hui qui se disent mais où passe cet argent-là? Les Français, ils ne sont pas contre l'impôt, parfois on entend ça, pas du tout. Ils sont contre le fait qu'ils ne voient pas le résultat de leurs impôts. Ils n'ont pas l'impression de payer pour un service qui, à la fin, mérite ce degré d'impôt. Quand vous êtes le pays quasiment le plus taxé de l'OCDE, le plus taxé d'Europe, et que chaque mois vous versez plusieurs centaines d'euros pour l'hôpital public, et quand vous avez un problème, vous personnellement, ou votre enfant ou quelqu'un de votre famille, que vous allez aux urgences, que vous attendez 10 heures avant d'être traité, que quand c'est quelqu'un, un de vos proches, vous voyez des conditions horribles dans les chambres. On a vu des images cette semaine avec des infirmiers qui mettent du film d'urgence sur les fenêtres pour empêcher la chaleur de passer. Ça, c'est des images qui sont impossibles à comprendre pour les Français quand ils savent que ce sont eux qui payent pour cet hôpital public. Caroline. Il est passé où leur argent? Caroline. Moi, je suis dans le même état que Sébastien. Je suis révoltée. En fait, j'entends la douceur de Laura qu'on avait à l'instant au téléphone. Et franchement, je respecte toutes les précautions qu'elle prend quand elle nous dit c'est déjà bien d'avoir un ventilateur, entre parenthèses, apporté par son frère. Les gens ne se plaignent pas. C'était ça qui était sympa. Mais en fait, ne pas se plaindre, on voit bien que ça n'a pas non plus d'effet. Et moi, j'ai pas envie d'être celle qui ne se plaint pas. J'ai envie d'être celle qui va se rebeller, qui va gueuler, qui va s'énerver, qui va taper du poing sur la table. Parce qu'en fait, à force de ne rien dire et d'accepter cette situation et de se soumettre à ces conditions-là, et ben finalement, on voit bien que ça ne change rien. Et en même être temps, gentil, Caroline, elle a le courage de nous appeler, Exactement. de raconter son témoignage. Et je l'ai trouvée très forte et très émouvante. Vous savez, j'ai pris mon téléphone pour envoyer un message tout de suite à Benjamin No, avec qui je travaille sur CNews, pour que son témoignage, on puisse également le diffuser ce soir dans l'heure des pros. Et voilà le témoignage que j'ai envie d'entendre lorsqu'on va parler de la canicule et de ce système de santé qui s'effondre, plutôt que des promesses qui vont être faites, et des branle-bas de combat, et des comités théodules qui vont être mis en place, et des conseils interministériels de crise. Donc vous avez entièrement raison, Caroline. Il est 16h28, on revient dans quelques secondes.